Maintenant, je suis heureux d'accueillir Alain Papias, directeur général de BNP Paribas, pour une conclusion de cette matinée. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis très heureux d'être avec vous et je suis surtout très heureux d'avoir assisté au débat parce que je crois que les trois participants ont bien pointé le sujet. Je crois que la vraie question que vous aurez à traiter en tant que trésorier, et surtout les trésoriers de grands groupes cotés où ça sera un peu plus compliqué, c'est combien de temps cela va-t-il durer ? Si c'est court, les moyens conjoncturels que vous avez évoqués me paraissent d'actualité. Si ça dure longtemps, je pense que le sujet d'ailleurs va assez vite dépasser le sujet simplement des trésoriers et des CFO, va être un sujet pour les conseils d'administration. C'est-à-dire, est-ce que stratégiquement, on garde du capital et de l'excédent de cash placé à taux négatif, voire à taux zéro, et quel est l'impact sur la valorisation de la société ? Alors moi, ma conviction, qui n'est pas forcément la conviction des économistes des grandes maisons, c'est que, vu les résultats pour l'instant poussifs des politiques monétaires dans le monde, je pense qu'on va être scotché avec ce problème de taux bas, voire négatif, pour longtemps. Vous savez que le nouveau thème à la mode des banquiers centraux, ce que je ne suis pas, c'est la fameuse déflation séculaire, c'est-à-dire le syndrome du japonais au tatami, taux zéro, inflation zéro, croissance zéro. Voilà. Et je crois que c'est la grande inquiétude de la BCE, d'où les mesures non conventionnelles qui sont sorties la semaine dernière, dont je rappelle qu'au-delà des taux d'intérêt négatifs, vous allez avoir un autre sujet à traiter, en tout cas pour les émetteurs d'obligations, pour ceux qui en souscrivent aussi, je dirais, parce que le monde institutionnel est aussi perturbé que vous, c'est le rachat massif par la BCE, non pas uniquement de titres souverains, mais de titres corporate non bancaires depuis la semaine dernière, à une cadence quand même de 20 milliards par an, hein, sur un gisement européen qui n'a rien à voir avec le gisement US, et ce que la Fed, je rappelle, n'a jamais fait. Elle a racheté du souverain et les agences, mais elle n'a jamais racheté les corporates. Ce qui veut dire que, par ailleurs, en complément de vos difficultés, si je peux le dire comme ça, les émissions de bons corporate dans le cadre de la granularité que va mettre en place la BCE et les banques centrales des pays participant à la zone euro, va y avoir aussi des conditions d'émission longues pour les non-banques, des conditions canon normalement, puisque vous aurez un acheteur qui va venir en concurrence d'une certaine façon avec les investisseurs institutionnels. Donc un paradigme de marché qui va beaucoup changer et qui, je crois, va changer dans la durée. Ce qui, effectivement, tout ce que vous pouvez imaginer au niveau des trésoriers, un, indispensable, deux, temporaire, puisque de fait, à un moment donné, vos groupes, vos actionnaires, d'ailleurs, au final, les conseils vont devoir se prononcer sur et si on reste pendant 5 ans avec des taux négatifs, qu'est-ce qu'on fait à l'émission et qu'est-ce qu'on fait aussi avec la trésorerie excédentaire. Parce qu'on a bien vu les groupes américains, pendant la période où ils ont été dans une situation un peu similaire à la vôtre, être très actifs sur les programmes de rachat d'actions, augmenter les taux de dividendes et ou en M&A, comme l'un d'entre vous le soulignait, parce que finalement... Voilà, quand il faut payer pour placer son argent, il vaut peut-être mieux acheter des concurrents sous réserve de le payer à un prix correct, return post-goodwill. Donc je crois que tout ça va beaucoup changer. Bon, en tout cas, je pense que c'est un sujet d'actualité, mais au sens d'une actualité durable. Donc je pense que le sujet n'est pas complètement traité à la date d'aujourd'hui à toutes les strates des organisations. Alors, moi, on m'a demandé de traiter un sujet un peu différent, mais j'ai essayé de trouver un lien entre ce que vous aviez dit, et ce que je devais traiter. C'est en fait le sujet justement du traitement du cash par les banques, et en l'occurrence par celle dans laquelle j'officie, qui est BNP Paribas. Alors, je crois que d'abord, le premier constat, et vous êtes sûrement comme moi lecteur des news quotidiennes ou des journaux ou des études d'analyse, c'est qu'on n'a jamais vu post-crise et quelques années après la crise, une telle remise en cause des modèles traditionnels bancaires par un certain nombre d'établissements.
Ça va des problématiques produits, et on voit des gens sortir d'un silo produit. On peut citer des exemples. On a vu RBS sortir des activités de cash et trade pratiquement dans le monde entier en se concentrant sur le UK. On voit aussi des choix, on a vu RBS aussi et le Crédit Agricole sortir des activités de dérivés actions il y a peu de temps, Barclays qui abandonne l'equity en Asie, et en ce moment, vous voyez d'autres réflexions qui sont les setups géographiques. Avec des gens qui disent je me replie sur mes territoires domestiques d'une certaine façon ou paradomestiques et je sors d'un certain nombre de pays parce que je n'ai plus la taille critique. Et on voit très bien que chez les trésoriers de grands groupes, un des sujets, c'est de trouver des maisons qui restent à peu près multi-produits et à peu près multi-localisation pour assurer, alors qu'eux ont une présence mondiale, un traitement au moins de leurs opérations courantes. Alors, nous, chez BNP Paribas, on a présenté le plan de CIB au marché en début d'année, en tout cas le plan générique, puisqu'il va être repackagé dans le plan du groupe l'année prochaine. C'est qu'on croit dans le modèle de banque universelle. D'abord parce qu'on est une maison assez orientée client et qu'on pense que d'une certaine façon, si on commence à ne plus faire que de l'offre de produits partiels ou sur des géographies partielles, on a un vrai problème de matching avec des clients qui, pour beaucoup, ont besoin d'un accompagnement dans un certain nombre de pays. Je rappelle d'ailleurs que les activités de cash management, entre autres, mais de trade, nécessitent d'avoir des licences bancaires locales. Et que du coup, il y a un coût de l'infrastructure qui est le maintien de la licence et d'avoir des équipes locales qui soient capables de processer localement les opérations avec une contrainte qu'un certain nombre de régulateurs du monde entier s'évertuent à maintenir, qui est que dans beaucoup de pays, la présence locale, ce n'est pas le bureau de représentation, c'est la licence bancaire avec les équipes dedans pour traiter les flux locaux. Et si vous voulez faire du cash management en Afrique du Sud, en Arabie Saoudite, etc., vous n'avez pas les équipes dans le hub de Londres ou de Paris. Il faut les avoir sur place. Autrement, le régulateur vous enlève la licence. Donc il y a un coût de l'infrastructure, mais qui est d'une certaine façon le prix à payer si on veut servir nos clients à peu près partout dans le monde. Deuxièmement, je crois que le choix qui a été fait par le groupe il y a quelques années et renforcé quand on a gagné l'espèce de RFP lancé il y a un an par RBS pour reprendre une partie de ses activités de cash management et de trade en Europe, c'est de dire que ce sont des business qui, de fait, sont la partie financement court terme du bilan de l'entreprise et traitement de ses flux et donnent une intimité de relation et surtout une relation relativement pérenne dans le temps, dans la mesure où on ne bascule pas ces flux d'un banquier à un autre du jour au lendemain. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Les trésoriers qui sont dans la salle le savent. Et que par ailleurs, c'est générateur d'autres business comme le forex, les placements, le financement du fonds de roulement, etc. Et on a, année après année, capitalisé sur ces métiers, considérant par ailleurs que dans le monde bancaire, il y avait des métiers à forte barrière d'entrée et des métiers à faible barrière d'entrée. Et que notre conviction, c'est que les métiers de flux sont les métiers peu consommateurs de capital, mais extrêmement consommateurs d'infrastructures, et qu'à ce titre-là, la barrière d'entrée était extrêmement élevée. D'ailleurs, on voit que les gens qui n'ont pas pu, pour des raisons de crise financière touchant leur maison, investir ou dans leur setup géographique ou dans leur setup technique pendant les 5 dernières années, ont finalement sont ou sortis du marché ou réduit leur offre. Et on le voit et dans les métiers de flux pour corporate, ce qui est l'audience ici, on le voit encore plus nettement dans les métiers de flux pour les institutions financières, c'est-à-dire custody, clearing et fund administration, où alors là, le coût de l'infrastructure est considérable quand vous devez clearer des titres, quelle que soit leur nature, sur les différents marchés européens qui eux-mêmes ont des setups différents, une régulation différente, etc. Donc ça, je crois que ça va rester, en tout cas pour nous, un choix majeur qui est on accompagne les clients entreprises dans le monde, en tout cas dans les pays où on a une localisation, au travers, bien sûr, des métiers de conseil, mais également des métiers de financement et donc de flux court terme. Alors tout ça dans un environnement où, bien évidemment, si les choix des banques ont été un peu orientés au downsizing, c'est que le régulateur post-crise 2008
assorti à un certain nombre de normes qui ne vont pas évidemment dans le sens d'une grande flexibilité vis-à-vis de vous. Alors, je les cite pêle-mêle sans les expliciter. Il y a toutes les règles Bâle III sur la quotité de capital et la qualité du capital. Il y a les normes Bâle III sur le LCR, le Liquidity Coverage Ratio, parce que si vous souffrez en tant que trésorier corporate, je vous conseille d'aller déjeuner avec vos collègues trésoriers de banque, parce que nous, on emprunte de l'argent à 3 mois sur le marché pour le replacer au jour de jour à la BCE pour faire les ratios si on n'a pas suffisamment de dépôts clients. Ayant le caractère, comme rappelé par votre collègue de Deutsche Bank, sur l'opérationnalité, d'où l'intérêt aussi des dépôts générés par les métiers de cash management. Sachant que nous arrivent dessus d'autres ratios, le NSFR, qui est le Net Stable Funding Ratio. On va être censé financer la plupart, pour ne pas dire la totalité de nos actifs à plus d'1 an, par des emplois à plus d'1 an, ce qui veut dire qu'on va quand même beaucoup, c'est peut-être une solution pour vous d'ailleurs pour les trésoriers, c'est qu'on va peut-être payer décemment les dépôts à 1 an parce qu'on en aura besoin, en dehors de ce qu'on trouvera dans le marché. Et puis par ailleurs, le régulateur nous impose un dernier ratio, qui est qu'en plus des ratios de Tier 1, on doit avoir un ratio total equity et quasi-equity, qui sont les fameux outils TILAC maintenant, qui est la dette quasi subordonnée qu'on va devoir émettre sur le marché, plus cher évidemment, puisqu'elle aura un caractère de quasi-subordination. Bon, par contre, on espère gagner sur le prix de la dette senior émise, puisque le buffer de capital constitué et de dette quasi-subordonnée sera plus élevé. Il va juste falloir trouver les volumes d'investisseurs qui aussi sont désespérés en termes de rendement pour venir sur cette classe d'actifs. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que la BCE a décidé de ne pas racheter les obligations bancaires, ce qu'on peut comprendre dans son rôle de banquier central. La bonne nouvelle, c'est que du coup, comme ils vont beaucoup acheter d'obligations corporate, les investisseurs qui se désespèrent de placer leurs capitaux vont être obligés de se reporter sur le reste des émetteurs, dont nous, puisque de facto, le marché va être extrêmement contraint. Alors en Europe, on a par ailleurs une réflexion qui reste quand même pas tout à fait présente, mais enfin c'est un peu comme le serpent de mer, ça va, ça vient, c'est le fameux BSR, la Bank Structural Reform, qui est l'idée lancée en son temps par le commissaire européen qui avait le job avant le Britannique Jonathan Hill, sur l'idée que découper les banques trop grosses peut être un avantage, en disant on a la banque d'investissement et les marchés d'un côté, et on a la banque commerciale, si je peux dire, et de dépôt de l'autre. Bon, en oubliant un petit détail, c'est qu'au moment de la crise de 2007, je vous rappelle que les non-banques américaines, qui étaient des pures banques d'affaires, c'est-à-dire Goldman, Morgan Stanley, Lehman, paix à son âme, et Bear Stearns, sont allés demander à la Fed la licence bancaire pour se financer. Autrement, c'était le collapse de l'entièreté du système. Et on ne voit pas très bien comment le modèle pourrait, dans la durée, fonctionner s'il n'y a pas de dépôt client. Bon, ceci étant, bon, c'est quelque chose dont on espère que ça ne verra pas le jour. Et puis, je crois qu'on peut dire qu'on est dans un environnement où, comme tous les ratios ne sont pas terminés, l'incertitude réglementaire, vue du point de vue des investisseurs, est un point absolument critique, raison pour laquelle on se traîne à peu près tous entre 60 et 75% de notre tangible net book value, c'est-à-dire déduction faite des goodwill, parce que les investisseurs se disent, dans un environnement de ce genre, seront-ils encore capables de gagner de l'argent demain ? Pas évident. Faire le coût du capital, c'est déjà challenging pour les meilleurs, c'est-à-dire 10%. Il y a quand même une bonne partie des banques de la planète, y compris en Europe, qui ont un return sur equity de 5%. Bon, ce qui est mieux que le bond équivalent, enfin pour de l'equity, c'est quand même que la moitié du coût du capital. Donc il y a quand même une véritable problématique au niveau du modèle. Alors dans ce contexte-là, il faut bien comprendre que ce que le régulateur a voulu faire, c'est dire... et c'est là où on peut considérer que l'approche bâloise et la mise en œuvre au sein des différentes grandes plaques tectoniques du monde n'a pas été forcément parfaitement calibrée. Vous avez peut-être vu d'ailleurs qu'il y a une partie des députés européens qui se disent peut-être qu'on a appliqué Bâle de façon un peu rigide. C'est qu'appliquer Bâle aux États-Unis, quand 75% de l'économie est financée par les marchés,
Bon, vous contraignez un peu les banques, mais vous ne les mettez pas complètement à genoux. En Europe, on était juste dans un pourcentage un tout petit peu inverse, c'est que 75% de l'économie était bancaire, enfin financée par le système bancaire, et que les marchés, c'était que 25%. Donc du coup, on se dit, on va beaucoup plus désintermédier, ce qui peut être l'intérêt des émetteurs que vous êtes, et donc on lance le nouveau commissaire sur une très grande mission, très importante, qui est Capital Market Union. C'est-à-dire comment peut-on assouplir la titrisation, les émetteurs privés, le prospectus unique en Europe, etc. Alors, deux toutes petites contraintes quand même, c'est que le livre, qui d'ailleurs n'est pas blanc mais vert, du commissaire anglais sur le sujet, qui est assez bien fait d'ailleurs et toujours en discussion, c'est mise en œuvre 2019. Alors donc là, vous voyez qu'il y a un tout petit sujet, c'est que les ratios bancaires, ils se mettent en place depuis 2011, 2012, 2013 et ça continue. Et l'option d'une grande libéralisation des marchés de capitaux, c'est 2019. Donc, il faut juste espérer qu'entre-temps, il n'y ait pas trop de contraintes. Et d'ailleurs, je crois qu'une des difficultés des régulateurs / des banquiers centraux aujourd'hui, c'est qu'on met beaucoup de liquidités dans le marché. On s'étonne que la liquidité n'aille pas aussi vite chez les emprunteurs, et entre autres les mid-cap. Mais entre-temps, on a beaucoup durci les ratios bancaires. Donc, en fait... on essaye de mettre deux paires de chaussures dans la même boîte et on dit ça bloque un peu. Bah oui, ça bloque un peu parce que les ratios sont là et ils ont un impact et sur le coût du crédit au travers de la liquidité et sur le coût du crédit au titre du coût du capital. Et donc la fluidité de la politique de la Banque centrale n'est pas aussi grande qu'aux États-Unis où elle s'est immédiatement déversée dans le marché par le fait que l'économie était très désintermédiée. C'est le premier sujet. Et le deuxième sujet pour ceux qui auraient... de longues heures d'avion devant eux, parce que ce n'est pas un truc que je vous recommande forcément pour le week-end, c'est de lire les dernières études sur les sujets de liquidité. Dans les contraintes de ratio bancaire, il y en a une qui a mordu terriblement en Europe et aux États-Unis, c'est l'activité dite de market making. C'est-à-dire les inventaires que l'on doit garder en tant que grossiste entre deux marchés qui sont les marchés des investisseurs et puis un marché secondaire un peu au détail. Et aujourd'hui, si vous parlez aux grands asset managers du monde, leur première inquiétude sur le marché obligataire, c'est la liquidité. Puisque les banques ont terriblement coupé les livres de market making. En gros, ça a été divisé par 3 les 4 dernières années. Et de l'autre côté, les asset managers, en période de baisse des taux, ils ont fait un truc plutôt intelligent, qui est d'ailleurs le truc le plus malin à faire, c'est de réduire la rotation des portefeuilles. Parce que si vous vendez des papiers pour racheter demain des papiers qui valent moins cher ou qui vous rapporteront moins, alors qu'entre-temps, vous avez des inflows considérables de capitaux qui viennent se placer sur vos SICAV monétaires ou obligataires, et ben vous faites de la banque sans bilan. C'est-à-dire vous faites de la liquidité jour, c'est la redemption normale des SICAV obligataires que vous achetez, et vous bourrez ça de papier corporate à 7 ans de maturité moyenne. Et tous les matins, vous allez quand même mettre un cierge à l'église du coin, voir rouler le tapis de prière sous le bras, en vous disant, pourvu que je n'ai pas des gros outflows demain, parce que si c'est ça, je vais m'adresser au marché, et là, on va enfin découvrir ce qu'est la liquidité du marché secondaire obligataire. Alors, sur ce sujet-là, pour ceux qui, je répète, auraient le courage, pendant de longues heures d'avion, de lire le livre blanc de la Commission, il n'y a pas un mot sur la liquidité du marché obligataire. Pas un mot. De la première ligne à la dernière. Rien. Alors, c'est un peu embêtant parce que dans un marché mature comme le marché américain, s'il y a un peu de volatilité sur le marché, les acteurs sont habitués à un marché très désintermédié, avec beaucoup de fonds de pension, etc. On n'est pas là du tout en Europe en termes de maturité du marché, et surtout sur l'Europe continentale. Et faites un exemple autour de vous, ou demandez à des particuliers qui ont acheté des SICAV obligataires à leur guichet bancaire si on leur a dit qu'un jour la valeur liquidative pouvait baisser de 20%. Je peux vous dire, ayant dirigé gestion d'actifs et de BNP Paribas et du Crayonnet à l'époque, je peux vous dire que la réponse est non. C'est-à-dire, on leur a dit, une oblige, c'est comme une rente. Chère madame ou cher monsieur, vous récupérez le capital à l'échéance et ça paye un coupon tous les ans. C'est vrai de l'oblige qu'on a sur son compte et qu'on ne valorise pas. Quand elle est dans un fonds, elle est marquée au marché. Et donc, si demain, il y avait un début de phénomène de retrait des SICAV obligataires, bumpy ride, comme disent les Américains, c'est-à-dire, voilà, il faut attacher la ceinture de sécurité, comme dans les zones de grande turbulence dans les avions, parce que ça risque d'être un peu shaky, et on ne sait pas régler ce sujet, alors qu'il s'est partiellement réglé la semaine dernière avec la BCE qui va acheter du papier.
Enfin, ça veut dire qu'on est dans un système où potentiellement les banques réduisent le market making et que la BCE va devenir le buy and hold de last resort pour les gérants obligataires, en espérant qu'il n'y aura pas de crise de liquidité pendant la période. Tout ça, je crois que pour vous, trésoriers, dans la gestion de vos flux et de vos anticipations, comme vous l'avez tous les quatre très bien dit sur scène, sont les vrais sujets d'actualité. Et d'actualité, je répète, d'actualité, à mon avis, un peu durable. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver, de fait, dans la situation qu'ont connue les trésoriers japonais, que ce soit d'institutions financières ou de corporate, vous allez avoir beaucoup d'excédents de cash, le cash ne sera plus rémunéré, voire on vous mettra des taux d'intérêt négatifs parce que les banques, surtout sur les très gros mouvements de cash des très grands corporates, diront « j'en veux pas ». C'est déjà le cas sur les institutions financières. On ne veut pas de pointes de dépôt en fin de mois ou des grandes banques et ou des grands institutionnels parce qu'on ne sait pas les gérer et c'est nous qui payons la pénalité à la BCE. Et puis dernier point, vous avez conscience que tout ça s'est mis dans un environnement où il n'y a plus de marché interbancaire. Parce qu'il n'y a plus aucun intérêt d'avoir un marché interbancaire. Quand la Banque centrale fait tout, ou presque, le marché interbancaire est mort. Donc ne croyez pas les rumeurs selon lesquelles certaines banques auraient pu, il y a quelques semaines, avoir des difficultés à se financer sur l'interbancaire. Ça n'existe plus. Ce qui veut dire aussi une problématique différente qui va vous toucher un jour, c'est la véracité des index de prix, du genre le Libor. Comme on ne fait plus de transactions entre banques, il y a un jour où il n'y aura plus d'index, puisque voilà. Et donc on ne sait pas très bien comment on va pricer les crédits demain. Sur cost of fund, on sait faire. Sur des index un peu hypothétiques, ça devient très compliqué, ce qui va être un vrai débat qui va revenir sur le tapis. Alors sans parler des maisons qui, ayant eu à payer des amendes considérables sur ces sujets d'indices, ont décidé ou vont décider de ne plus contribuer pour des indices qui n'existent pas ou qui ne reflètent pas des volumes de transactions. Bon. Donc c'est sûr que le métier de trésorier corporate, je crois, va nécessiter une vraie révision de vos objectifs, d'une certaine façon. Et vous l'avez très bien dit, je crois que c'est une période charnière. Je ne crois pas que ce soit une période non durable. Et en fait, faites comme les banquiers centraux, allez au Japon. Parce que vous allez sûrement voir sur place des gens qui peuvent vous dire « nous, on gère comme ça depuis 20 ans » et c'est finalement, aujourd'hui, ils peuvent devenir l'exportateur de savoir-faire au monde, de comment gérer durablement, sans rendement, dans un pays sans croissance. Mais bon, l'Europe est un petit peu plus jeune que le Japon, une partie de l'Europe. Parce qu'ils auront plus le problème démographique, qui n'arrange rien. Bon. Donc je crois qu'il va falloir arriver à gérer dans ce monde-là. Donc l'efficacité du coup des systèmes de gestion du cash, même si le problème du placement reste un sujet, va être extrêmement important dans vos maisons. Mais en vous écoutant, madame, je pense qu'il va y avoir un danger pour les trésoreries centralisées, c'est qu'un certain nombre de filiales, comme vous l'avez signalé, vont résister au taux d'intérêt négatif, voire vont peut-être obtenir de petites banques locales dans certains pays des conditions meilleures que vous en tant que grossistes. Ce qui va être sûrement psychologiquement compliqué pour justifier les interventions des trésoriers. Bon, c'est un nouveau paradigme. Je crois que dans un contexte de genre, les banques commerciales qui traitent ce genre d'opérations et les trésoriers ont intérêt à être le plus proche possible pour que vous ne vous fassiez pas arbitrer. Ce n'est pas notre intérêt, ce n'est pas le vôtre non plus. Bon, voilà ce que je voulais un peu partager avec vous aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que moi, quand je discute avec quelques banquiers centraux, ce que l'on sent, c'est un peu de nervosité quant à la situation, parce qu'on voit très bien, en tout cas qu'en Europe, il n'y a pas encore d'accord sur une politique fiscale unique. Je vous rappelle que pour relancer l'économie américaine, le déficit budgétaire a été très largement utilisé. Bon, en Europe, on sent très bien qu'entre les contraintes de cap bruxellois pour un certain nombre d'économies et certains pays qui souhaitent l'excédent budgétaire à tout prix, il y a encore une petite discussion à avoir à 27, ce qui est forcément par construction une discussion compliquée, mais que s'il n'y a pas ou une politique de relance, entre autres par la fiscalité, et une espèce de mise en commun d'un certain nombre de moyens, la politique monétaire, comme le répète Mario Draghi régulièrement, elle trouve ses limites. C'est-à-dire, elle est indispensable, mais elle ne sera pas suffisante dans la durée. D'où le risque que ça dure un petit peu longtemps, en tout cas sur les mesures non conventionnelles, c'est-à-dire au-delà de l'impact taux.
Voilà ce que je voulais un peu partager avec vous. Donc un environnement nouveau, challenging pour vous, mais sûrement passionnant, dans lequel je pense qu'aussi ce que moi je vois aux États-Unis dans le cadre de mes activités, c'est que quand même depuis la crise de 2007, moi beaucoup de trésoriers américains me disent avant 2007, on ne parlait jamais au board. Les seuls sujets qui intéressaient les board members, c'était l'equity capital market, enfin les opérations de capital, le M&A, et dans les grands groupes, même pas le debt capital market, parce qu'on disait aux trésoriers, tu nous émets 30 milliards par an, et c'est ton problème. Alors maintenant, les sujets de gestion des flux et des dépôts sont devenus des vrais sujets stratégiques. Un, parce que certains étaient monolithiques sur une banque pour leurs flux mondiaux, et il y a des board members qui n'ont pas très bien dormi, les trésoriers aussi d'ailleurs, mais les board members aussi, en disant finalement, ces sujets de cash management, il faut peut-être que je sache à qui on confie la totalité de nos flux mondiaux, virgule nos dépôts au passage. Et aujourd'hui, ce sujet du rendement des dépôts et de quel est l'équilibre idéal de bilan et doit-on effectivement ou payer plus court les clients ou racheter nos propres titres, etc., sont devenus des véritables sujets. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de solution miracle. On va revenir, à mon avis, un peu au b.a.-ba de la finance, où la contrepartie d'un rendement, c'est le risque. Et donc, si on ne veut pas de risque, ce qui s'explique et justifié dans un certain nombre de groupes, on n'aura pas de rendement. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir se poser la question de quel est le niveau optimal de cash voulu par le conseil et est-on prêt à se réduire en cash, quitte à perdre un notch de rating, mais pour utiliser son capital à faire autre chose. Et qui sont des débats qui, à mon avis, vont vous mettre au cœur des discussions de vos conseils d'administration, me semble-t-il, qu'il faut d'ailleurs éventuellement susciter, pour qu'on ne vous reproche pas dans 2-3 ans de ne pas avoir alerté. Voilà ce que je voulais partager avec vous et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à des questions. Et on est là pour vous accompagner autant que faire se peut. Par contre, on ne vous trouvera pas sans risque des placements à 2%. On cherche désespérément, mais on n'a pas trouvé encore. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons dans la salle des questions ?